Donc bonjour à toutes et à tous. Dans ce chapitre, nous arrivons à la dernière ligne droite avant la fin de ce cours. Donc ce chapitre est consacré à l'étude du langage SQL. Donc si on revient au schéma que je vous ai montré précédemment, schéma qui indique les niveaux de modélisation de données, donc on peut se positionner maintenant au niveau physique de modélisation. Et dans ce niveau physique, comme vous le voyez, nous allons utiliser comme outil de modélisation ou bien comme langage le langage SQL. Donc c'est ce langage qui va nous permettre d'interagir avec un système de gestion de base de données afin d'exploiter une base de données. Exploiter une base de données dans le sens où on pourra créer des tables, supprimer des tables, insérer des tuples, supprimer des tuples, mettre à jour des tuples et interroger les données ou bien rechercher des données dans la base de données. Donc le langage SQL, c'est le langage de facto pour exploiter les bases de données relationnelles. Donc c'est un langage spécifique, contrairement au langage de programmation générique que vous connaissez. Donc, par exemple, dans le langage SQL, on ne peut pas écrire un programme qui contient des boucles, des if et des else et qui exécute un certain nombre d'instructions. Non, le langage SQL, c'est un langage spécifique aux bases de données. Donc tout ce que vous allez écrire en SQL concerne les bases de données. Contrairement à des langages génériques tels que C ou C++ dans lesquels vous pouvez écrire des programmes pour résoudre n'importe quelle catégorie de problèmes. Deuxièmement, le langage SQL est un langage déclaratif, contrairement au langage de programmation impératif. Donc les langages de programmation impératifs tels que C ou C++ sont des langages qui vous offrent une syntaxe qui vous permet d'écrire un programme qui est une suite d'ordres que vous donnez à l'ordinateur afin qu'il les exécute instruction par instruction. Par contre, dans le langage SQL qui est un langage déclaratif, vous n'allez pas écrire des ordres à l'ordinateur, vous allez déclarer ce que vous voulez obtenir et bien sûr en suivant une certaine syntaxe, déclaratif toujours et non pas impératif. Donc c'est pour ça qu'on dit que SQL c'est un langage déclaratif. Donc SQL est composé principalement de deux sous-langages. Un langage de définition de données qui permet d'implémenter physiquement une base de données au sein d'un système de gestion de base de données. Donc ce sous-langage de définition de données vous offre deux possibilités, ou deux instructions si vous voulez. Une instruction qui permet de créer des tables et une instruction qui permet de supprimer des tables. Bien sûr, la création d'une table sous-entend la définition de ses attributs, des types de ces attributs et des contraintes de ces attributs. Ensuite, le deuxième sous-langage qu'offre SQL, c'est le langage de manipulation des données. Donc c'est dans ce langage qu'on va pouvoir faire de la recherche de données ou de l'interrogation de bases de données. On va pouvoir insérer des données dans notre base de données, on va pouvoir supprimer des données et mettre à jour des données. Donc pour la suite de ce cours, nous allons nous concentrer sur cet exemple de modèle relationnel. Donc c'est le même modèle Word que vous avez vu dans le chapitre 5, sauf qu'il y a une légère différence au niveau des noms des tables et des noms des attributs. Donc tous les noms des tables et des attributs sont en anglais, donc contrairement à ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc en plus de cela, le contenu de chaque table sont des valeurs écrites en langue anglaise aussi. Par exemple, vous allez trouver le nom du pays Algérie, vous allez le trouver en anglais, c'est-à-dire algérien. Et c'est le cas pour tous les autres attributs de cette base de données. Donc, nous allons nous intéresser tout d'abord à SQL comme langage de définition de données. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le langage de définition de données vous permet de créer ou bien de supprimer des tables. L'instruction qui permet de créer une table s'appelle create table. Elle a une syntaxe spécifique que nous allons voir.
Et l'instruction qui permet de supprimer une table s'appelle drop table. Elle a aussi une syntaxe que nous allons voir tout à l'heure. Donc, la syntaxe de l'instruction create table est la suivante. Donc, vous utilisez le mot-clé create table, suivi du nom de la table que vous voulez créer, suivi d'une parenthèse. Ensuite, vous sautez la ligne. Et là, vous allez définir chaque colonne de votre table en mettant le nom de la colonne, suivi de son type, suivi des éventuelles contraintes de cette colonne. Nous allons voir par la suite les types possibles que nous pouvons utiliser et toutes les contraintes possibles que nous pouvons utiliser. Donc, lorsque vous avez terminé de définir toutes vos colonnes, donc, vous avez la possibilité, si besoin, de définir des contraintes multicolonnes. Donc, nous allons voir un exemple sur comment définir une contrainte multicolonne. Une contrainte multicolonne, c'est-à-dire qu'elle concerne plusieurs colonnes à la fois. On ne peut pas la définir sur une seule colonne. Donc, voilà la syntaxe de l'instruction create table. Maintenant, voyons les types de données que nous pouvons utiliser dans le cadre de ce cours. Donc, pour définir des entiers relatifs, on va utiliser le type integer. Donc, on peut prendre comme exemple de valeur des entiers relatifs 1, moins 45, 10, 0. Donc, tout ce qui est entier positif ou négatif ou nul. Lorsqu'on a besoin de stocker des nombres réels, on va utiliser le type real. Donc, on peut stocker des nombres avec la virgule, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et enfin, pour stocker des chaînes de caractères, il y a le type texte. Donc, quelques exemples de valeurs du type texte, Léon, Oran, Messaoud, etc. Maintenant, en ce qui concerne les contraintes d'intégrité qu'on peut définir sur les colonnes, donc la première et la plus importante contrainte offerte par le langage SQL, c'est la contrainte primary key. Cette contrainte déclare la colonne comme étant la clé primaire de la table. C'est-à-dire que si vous mettez primary key après la définition d'une colonne, elle sera la clé primaire de cette colonne. Bien sûr, elle sera la clé primaire avec toutes les propriétés qu'une clé primaire possède. C'est-à-dire que cette colonne n'acceptera plus de valeurs en double, par exemple. Toutes les valeurs de cette colonne seront uniques. On peut utiliser la contrainte primary key comme contrainte d'intégrité multicolonne, dans le cas où la clé primaire de notre table est composée de plusieurs attributs. Donc, on a vu par le passé que parfois, une clé primaire ou un identifiant peut être composé d'un sous-ensemble d'attributs. Donc, nous allons voir un exemple tout à l'heure de comment déclarer une colonne comme clé primaire et plusieurs colonnes ensemble comme clé primaire. Deuxième contrainte d'intégrité, c'est la contrainte not nulle. Donc, cette contrainte s'assure que la colonne ne contienne pas de valeur nulle. Donc, c'est-à-dire que les valeurs de cette colonne seront obligatoires. Donc, celui qui voudra insérer un tuple dans cette table, sachant qu'une des colonnes est not nulle, donc il va être dans l'obligation de fournir une valeur pour les colonnes qui sont not nulles. Il ne pourra pas mettre la valeur nulle. Ensuite, on a la colonne check, plutôt la contrainte check. Donc sa syntaxe, c'est le mot-clé check suivi d'une parenthèse d'une condition. Donc cette contrainte s'assure que toutes les valeurs de la colonne satisfont la condition C. Donc si vous voulez que les valeurs d'une certaine colonne soient par exemple toujours positives, vous pouvez mettre comme condition de check le nom de la colonne supérieur à 0. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle autre condition que vous voulez vérifier pour les valeurs d'une colonne. Donc si vous voulez, la contrainte check permet d'éviter par exemple les erreurs de saisie. On peut prendre l'exemple du prénom d'une personne. On peut dire le prénom d'une personne ne peut pas contenir des chiffres. Donc là, on peut faire une contrainte check qui vérifie à chaque fois que quelqu'un essaye d'insérer un tuple dans cette table personne. Donc cette contrainte check va vérifier si le prénom contient des chiffres ou pas.
S'il contient des chiffres, l'insertion sera refusée. Bien sûr, la contrainte check peut être utilisée comme contrainte d'intégrité multicolonne, dans le cas où vous voulez par exemple comparer la valeur d'une colonne à la valeur d'une autre colonne. Et enfin, puisqu'il y a une contrainte qui permet de définir les clés primaires, il y a forcément une contrainte qui permet de définir les clés étrangères. Donc cette contrainte s'appelle references. Donc sa syntaxe est la suivante. Vous utilisez le mot-clé references suivi du nom de la table, entre parenthèses du nom de la colonne que vous référencez. Donc cette contrainte déclare la colonne actuelle comme clé étrangère qui référence la colonne col de la table tab. Bien sûr, col et tab, c'est un terme générique. Nous allons voir en pratique comment, comment faire appel à la colonne d'une table donnée. Donc regardons un petit peu l'instruction qui permet de créer la table country de tout à l'heure. Donc j'ai oublié d'expliquer le modèle de tout à l'heure, donc je vais le faire maintenant. Donc la table country décrit des pays du monde. Donc pour chaque pays, elle décrit son code, son nom, le continent où il se trouve, sa superficie, sa population, son chef d'État, head of state, et une valeur qui est une clé étrangère qui nous indique la ville qui est la capitale de ce pays. Donc c'est pour ça qu'on indique que capitale référence city.id. Donc quelque part, toutes les valeurs qu'on a ici sont issues de cette colonne city.id. Donc l'instruction qui permet de créer cette table va consister à faire appel au mot-clé create table suivi du nom de la table qui s'appelle country. Ensuite, on a les noms de chacune des colonnes de cette table qu'on a ici. Et pour chaque colonne, on a proposé un type approprié. Par exemple, le code d'un pays, c'est un texte. Et c'est la clé primaire de cette table. Donc c'est pour ça qu'on a ajouté cette contrainte d'intégrité primary key. Le nom d'un pays, c'est du texte et il doit être note nulle. Donc on ne peut pas avoir un pays qui n'a pas de nom. Le continent d'un pays, c'est également un texte et il est note nulle aussi. En ce qui concerne la surface ou bien la superficie d'un pays, en anglais, surface area, donc c'est un nombre réel qui est note nulle. Donc on possède la valeur de chacune des surfaces de chaque pays du monde. Et en plus de ça, en plus du fait qu'il soit note nulle, on doit vérifier une condition pour cette colonne avec la contrainte check. La condition qu'on va vérifier, c'est que la surface doit toujours être supérieure à 0. On ne peut pas avoir un pays dont la superficie est nulle ou bien négative. Ensuite, en ce qui concerne la population, c'est un nombre entier, obligatoire, c'est-à-dire note nulle, et c'est un nombre positif, strictement positif. On ne peut pas avoir un pays qui n'a pas de population. En ce qui concerne le head of state, c'est-à-dire le chef d'État, c'est du texte et il est obligatoire, c'est-à-dire note nulle. Et enfin, pour ce qui est de la capitale d'un pays, c'est un entier qui est note nulle et c'est une clé étrangère qui référence la colonne ID de la table city. Donc vous voyez la syntaxe de references. Donc references suivi du nom de la table, entre parenthèses, la colonne que vous voulez référencer. Maintenant, pourquoi on a choisi entier comme type de la colonne capitale? C'est juste un choix. C'est parce que les valeurs de la colonne ID de la table city sont des entiers. Maintenant, en ce qui concerne la table city, donc tout d'abord, je vais expliquer ces colonnes. Donc la table city possède 4 colonnes. Elle décrit des villes du monde. Donc pour chaque ville est caractérisée par son identifiant, son nom, son country code, c'est-à-dire le code du pays où elle se trouve, et sa population. Bien sûr, le country code, c'est une clé étrangère qui référence un pays du monde, c'est-à-dire le code d'un tuple de la table country. Donc pour créer cette table city, on utilise l'instruction create table suivi du nom de la table city. Donc on a les 4 colonnes ID, name, country code et population
ID, c'est un entier, c'est la clé primaire de cette table. Ensuite, name, c'est du texte, il est not nul, donc chaque ville doit obligatoirement avoir un nom. Le country code, c'est du texte, il est not nul, chaque ville a un pays, on ne peut pas avoir une ville qui n'appartient pas à un pays. Et en plus, cette colonne, elle référence le code de la table country. Donc c'est une clé étrangère qui référence country code. Et enfin, pour la population, c'est comme la population d'un pays, c'est un entier qui doit être strictement positif et obligatoire, c'est-à-dire not nul. Donc voilà pour l'instruction qui permet de créer la table city. En ce qui concerne la table country language, donc c'est une table qui contient deux colonnes, country code et langage. Country code est une clé étrangère qui référence un pays du monde, donc country.code, et langage c'est une langue donnée, donc c'est du texte. Donc l'instruction qui permet de créer cette table, c'est en utilisant create table suivi du nom de la table. Entre parenthèses, on a les deux colonnes country code et langage. Country code c'est du texte. Donc, comme il a été défini tout à l'heure, le code d'un pays, c'est du texte. Il est obligatoire, not nul. Et c'est une clé étrangère qui référence code.country. Donc, il faut comprendre que la clé étrangère, ici, ou dans n'importe quelle autre table, va servir de mécanisme qui empêche de mettre des valeurs qui ne sont pas valides, c'est-à-dire des valeurs de pays qui n'existent pas. Par exemple, on ne pourra pas insérer un tuple dans cette table ayant un country code qui n'existe pas dans la colonne code de la table country. Donc c'est ça le rôle d'une clé étrangère, le rôle physique d'une clé étrangère. Ensuite, pour la colonne langage, donc c'est du texte et c'est une colonne dont la valeur est obligatoire, donc not nul. Maintenant, en ce qui concerne la clé primaire de cette table, vous remarquez que les deux colonnes ensemble sont soulignées, c'est-à-dire elles forment ensemble la clé primaire. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas mettre primary key ici et ici, ça ne marche pas. Primary key, lorsque vous l'utilisez comme contrainte monocolonne, si vous voulez, vous devez la mettre sur une seule colonne. Mais si votre clé primaire est composée de plusieurs colonnes, vous devez définir votre primary key à la fin de la définition de chacune des colonnes de la table, c'est-à-dire ici. Donc vous voyez qu'on a utilisé le mot-clé primary key et entre parenthèses, on met le nom des colonnes qui forment la clé primaire de cette table. Donc voilà pour l'instruction create table. Donc instruction très simple. Souvenez-vous, le mot-clé create table, le nom de la table, parenthèse. Pour chaque colonne, vous donnez son nom, son type et les éventuelles contraintes. Et vous terminez la définition d'une colonne avec une virgule. Et vous passez à la colonne suivante, etc., etc. Si vous avez des contraintes multicolonnes, vous les mettez à la fin, comme c'est le cas ici. Maintenant, en ce qui concerne la suppression d'une table, donc l'instruction qui permet de supprimer une table s'appelle drop table. Donc sa syntaxe est très simple. Vous faites appel au mot-clé drop table suivi du nom de la table, tout simplement. Par exemple, si on souhaite supprimer toute la base de données de tout à l'heure, il suffit de faire drop table country. Bien sûr, lorsque vous avez plusieurs instructions à exécuter en SQL, vous allez les séparer par un point-virgule. Mais si vous avez une seule instruction, c'est pas grave de ne pas mettre le point-virgule. Donc, drop table country suivi de drop table city suivi de drop table country langage va supprimer tout simplement les trois tables de la base de données. Elle va les supprimer avec toutes leurs données. Maintenant, nous allons nous intéresser à SQL comme langage de manipulation de données. C'est-à-dire langage qui va nous permettre d'insérer des tuples dans une table, de supprimer un ou plusieurs tuples, de mettre à jour les valeurs d'un tuple et de rechercher ou bien d'interroger notre base de données afin d'extraire des informations. Donc nous avons 4 instructions à voir pour atteindre ces 4 objectifs.
l'instruction insert into qui va nous permettre d'insérer des tuples, l'instruction delete from qui va nous permettre de supprimer des tuples d'une table, l'instruction update qui permet de mettre à jour, comme son nom l'indique, quelques valeurs de certains tuples, et l'instruction select qui va nous permettre d'interroger notre base de données, c'est-à-dire de récupérer le résultat d'une recherche. Donc, en ce qui concerne l'instruction insert into, sa syntaxe est la suivante. Donc, vous utilisez le mot-clé insert into suivi du nom de la table dans laquelle vous voulez insérer des valeurs. Vous sautez la ligne, ensuite le mot-clé values, donc tout ce qui est en bleu c'est un mot-clé, suivi d'une parenthèse, et là vous mettez les valeurs pour chaque colonne de votre table. Bien sûr dans l'ordre dans lequel vous avez créé votre table. Par exemple, dans la table City, lorsqu'on l'a créé, on a défini ID, ensuite le nom, ensuite le country code, ensuite la population. Donc, vous devez donner ces valeurs dans cet ordre-là. Donc, si on veut ajouter la ville d'Alger dans la table City, donc on fait appel à insert into city, values, on donne l'identifiant 35 à la ville d'Alger, et le country code DZA et la population de 2 160 000. Si on veut exprimer le fait que en Algérie il y a deux langues officielles, l'arabe et le berbère, donc on insère dans la table country langage deux tuples, l'un qui va indiquer que le pays qui a le country code DZA parle l'arabe, et l'autre tuple va nous indiquer que le pays qui a le country code DZA parle le berbère. Donc voilà comment insérer des tuples dans une table. Maintenant, si on veut supprimer un ou plusieurs tuples d'une table, on va utiliser l'instruction delete from. Donc sa syntaxe est la suivante. Le mot-clé delete from suivi du nom de la table, vous sautez la ligne, suivi du mot-clé where, suivi d'une condition. Donc le fonctionnement de delete from est le suivant. Donc elle va supprimer tous les tuples de la table qui vérifient la condition qui suit le mot-clé where. C'est-à-dire, dans cette table-là, que vous allez lui donner ici, elle va supprimer tous les tuples qui ont cette condition vraie. Par exemple, si on veut supprimer tous les pays d'Afrique de la table country, donc on fait appel à delete from, le nom de la table de laquelle on veut supprimer s'appelle country, et la condition qui caractérise les tuples qu'on veut supprimer, c'est la suivante. Continent doit être égal à Africa. Donc delete from country, where continent est égal à Africa, va supprimer tous les pays d'Afrique. Donc vous remarquez que dans la condition, vous pouvez utiliser les noms des colonnes. Vous pouvez les utiliser et les comparer. Ensuite, pour mettre à jour un ou plusieurs tuples dans une table, donc on utilise l'instruction update, dont la syntaxe est la suivante. Update suivi du nom de la table, vous sautez la ligne. Set suivi d'une affectation, c'est-à-dire le nom d'une colonne reçoit une valeur, suivi de where, suivi d'une condition. Donc update va effectuer la modification qui suit le mot-clé set, c'est-à-dire cette modification-là ou cette affectation-là, sur tous les tuples de la table qui vérifient la condition qui suit le mot-clé where. Donc, par exemple, dans la table country, dans le tuple USA, dans la colonne head of state, donc on va trouver, sachant que cette base de données est ancienne, donc on va trouver la valeur George W. Bush. Donc pour mettre à jour cette valeur et lui affecter la nouvelle valeur Donald Trump, on doit faire appel à cette instruction. Donc nous allons voir un exemple tout de suite sur ça. Donc je vais utiliser l'outil DB Browser for SQLite, outil que vous avez vu durant la première vidéo de ce cours. Donc outil qui permet d'interagir avec le système de gestion de base de données SQLite. Donc souvenez-vous, dans cet outil, pour ouvrir une base de données, il fallait faire Open Database.
Ensuite, vous devez rechercher le fichier de votre base de données. Donc ici, j'ai le fichier de la base de données Word. Donc je vais l'ouvrir et j'ai mes trois tables, City, Country et Country Langage. Donc pour voir un aperçu sur le contenu de chacune de ces trois tables, vous pouvez faire Browse Data. Et par exemple pour la table Country, donc on va s'intéresser au pays ayant un code égal à USA. Donc le pays correspondant aux États-Unis. Donc voilà le tuple qui décrit les États-Unis. Donc ayant un code égal à USA, un nom égal à United States, se trouve dans le continent nord-américain. Et là, vous remarquez que le head of state de ce pays, c'est George W. Bush. Donc nous allons écrire une instruction qui va mettre à jour cette valeur avec la nouvelle valeur Donald Trump. Donc pour exécuter un programme SQL dans cet outil, vous allez tout simplement dans l'onglet Execute SQL. Vous écrivez votre programme ici et vous avez votre résultat. S'il y a des erreurs, on va vous les indiquer ici. Donc ce qu'on veut faire, c'est donc je vais l'écrire d'abord sous forme de commentaire. Donc le nouveau président des États-Unis est Donald Trump. Donc tout ce que vous allez écrire, donc le nouveau président des États-Unis est Donald Trump. Donc tout ce que vous allez écrire après ce symbole-là, ça va être un commentaire. Donc ça ne va pas être exécuté par l'SGBD. Maintenant, on peut commencer à écrire notre programme SQL. Donc nous, on veut mettre à jour. Donc on va faire appel à l'instruction update, set et where. Maintenant, on doit indiquer dans update quelle table nous voulons mettre à jour. Donc nous, on veut modifier le nom du chef d'État d'un pays, c'est-à-dire on va mettre à jour la table country. Quelle modification maintenant nous voulons faire? Cette modification, on doit l'indiquer après le mot-clé set. Donc la modification qu'on veut faire, c'est le head of state doit être égal à Donald Trump. Et où est-ce qu'on veut faire cette mise à jour? On doit indiquer une condition qui caractérise les tuples qu'on veut mettre à jour, après le mot-clé where. Donc on veut mettre à jour le pays dont le code est égal à USA. Donc on exécute ça. Donc apparemment il n'y a pas d'erreur. Donc on va vérifier si cette mise à jour a été effectuée. Donc on va rechercher le tuple ayant un code égal à USA, c'est ce tuple. Donc regardons le nom du chef d'État, c'est devenu Donald Trump. Maintenant on va revenir au cours. Donc voilà pour l'instruction update. Donc jusqu'à maintenant nous avons vu une instruction qui permet d'insérer des tuples, une instruction qui permet de supprimer des tuples et une instruction qui permet de mettre à jour des tuples. Donc la dernière instruction qui va nous permettre de manipuler les données, c'est l'instruction qui va nous permettre d'interroger notre base de données. Donc c'est l'instruction select. Donc cette instruction possède la syntaxe suivante: select suivi du nom d'une ou plusieurs colonnes, from le nom d'une ou plusieurs tables, where une ou plusieurs conditions. Donc voici comment fonctionne le select. Donc là, vous devez vous souvenir de l'algèbre relationnelle, parce que SQL découle directement de l'algèbre relationnelle. Donc le mot-clé select, ou l'instruction select, retourne la projection sur les colonnes qui suivent le mot-clé select, c'est-à-dire, c'est comme si on va faire une projection sur toutes ces colonnes. On peut utiliser le symbole étoile pour projeter sur toutes les colonnes de toutes les tables qu'on a ici. Donc reprenons, select, c'est la projection sur les colonnes qui suivent le mot-clé select, c'est-à-dire ces colonnes-là, du produit cartésien des tables qui suivent le mot-clé from, et restreint le résultat, donc là c'est l'opération de restriction, restreint le résultat aux tuples qui satisfont la condition qui suit le mot-clé where.
Et bien sûr, on peut combiner une ou plusieurs conditions avec les opérateurs logiques AND et OR. Donc vous voyez que les trois principales opérations de l'algèbre relationnelle, on va les retrouver ici. La projection, la restriction et le produit cartésien qu'on va transformer en quelque sorte en jointure. Donc, chose que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Donc, regardons maintenant quelques exemples de recherche de données. Donc, dans cette première question, on nous demande donner le nom de chaque pays et le nom de son chef d'État. Donc, regardons un petit peu la structure de nos tables. Donc, on a la table city, la table country et la table country langage. Nous, on veut le nom de chaque pays et le nom de son chef d'État. Ces deux colonnes se trouvent toutes les deux dans la table country. Donc, le select que nous allons écrire. Donc, on va utiliser le mot-clé select, le mot-clé from, le mot-clé where. Donc, dans le select, la projection qu'on veut faire pour répondre à cette question, donc on l'a déjà vu dans l'algèbre relationnelle, la projection, ce sont les colonnes du résultat. Donc le résultat de cette requête, c'est le nom d'un pays, ou bien le nom des pays et le nom des chefs d'État. Donc on va écrire select. La colonne qui nous indique le nom d'un pays s'appelle name. Et la colonne qui nous indique le nom du chef d'État s'appelle head of state. Donc select name, virgule head of state, from la table country, where il n'y a pas de condition ici. Ou si on revient à l'algèbre relationnelle, il n'y a pas de restriction. On veut le nom de tous les chefs de tous les pays ainsi que de tous les chefs d'État. Donc on peut ne pas utiliser le where. Donc on exécute cette instruction et on a comme résultat pour chaque pays le nom de son chef d'État. Donc on peut vérifier, par exemple, on peut prendre l'Algérie. Donc voilà le nom du chef d'État. Donc je vous rappelle que cette base de données est assez ancienne. Ensuite, deuxième requête à laquelle on veut répondre, donner le nom de chaque pays et le code de sa capitale. Donc pour répondre à cette requête, donc c'est très simple, on veut au lieu du nom du pays et du nom du chef d'État, on veut le nom du pays et le code de la capitale. Le code de la capitale se trouve dans la colonne capitale. Bien sûr, toujours from la table country et il n'y a pas de where. Donc on exécute ça et on a pour chaque pays le code de sa capitale. Donc on peut prendre par exemple l'Algérie pour vérifier si le code de sa capitale va nous indiquer Alger. Donc voilà l'Algérie. Le code de sa capitale c'est 35. Donc on va chercher la ville qui a un identifiant égal à 35. Et normalement, cette ville devra être Alger. Donc, dans la table city, on va regarder la ville qui a l'identifiant 35, c'est celle-là, et c'est effectivement Alger. Voilà. Donc, voilà comment afficher ou donner le nom de chaque pays et le code de sa capitale. Ensuite, donner le nom des pays dont la superficie dépasse 1 million de mètres carrés. Donc, on va préparer notre select from et where. Donc nous on veut les noms des pays. Donc select name from country dont la superficie dépasse 1 million de mètres carrés. C'est-à-dire la colonne surface area doit être supérieure à 1 million. Donc on exécute ça et on a la liste des noms des pays du monde dont la superficie dépasse les 1 million de mètres carrés. Ensuite, requête suivante, donner le nom de tous les pays d'Europe. Donc là, ce qu'on va changer, c'est la condition ou la restriction. Donc le continent doit être égal à Europe. Donc on exécute ça et on a le nom de tous les pays d'Europe. Voilà. Requête suivante, donner le nom des pays africains dont la superficie est inférieure à 500 000 mètres carrés. Donc là, c'est en quelque sorte deux conditions qu'on doit vérifier. Le continent doit être égal à Afrique. Donc souvenez-vous, on doit écrire les valeurs en anglais, donc Africa.
Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut combiner plusieurs conditions ensemble en utilisant les opérateurs logiques AND et OR. Donc nous, on veut les pays africains et dont la superficie est inférieure à 500 000. Donc on met un AND pour séparer cette condition de cette condition. Donc on exécute et on a le nom des pays africains dont la superficie est inférieure à 500 000. Ensuite, qui est le chef d'État du Zimbabwe? Donc là, la table de laquelle, ou la table dans laquelle on va rechercher nos données, c'est la table country. La projection qu'on veut faire ou ce qu'on veut afficher comme résultat, c'est le nom du chef d'État, c'est-à-dire la colonne Head of State. Donc on écrit cette colonne après le select. Maintenant, quelle restriction on veut faire, c'est-à-dire quel tuple nous intéresse dans la table country? Le tuple qui a le name du pays égal à Zimbabwe. Donc name doit être égal à Zimbabwe. Donc on exécute ça. Et on a effectivement Robert Mugabe qui est le président du Zimbabwe. Ensuite, quelle est la superficie de l'Algérie? Donc là, ce qu'on va changer, c'est la restriction qui doit être name est égale à Algeria. Et ce qu'on veut afficher, c'est non pas le head of state, mais la colonne surface area. Donc on exécute ça et on a la superficie de l'Algérie. Ensuite, donner les langues parlées en Suisse, sachant que ce pays porte le code CHE. Donc là, notre recherche va se porter sur la table Country Langage. Et la projection qu'on veut faire, on veut les langues parlées dans un pays. Donc on veut afficher la colonne Langage. From la table Country Langage. Maintenant, quel tuple nous intéresse? Les tuples qui vérifient la condition country code est égal à CHE. Donc c'est notre seule restriction à faire. Donc on exécute ça et on a toutes les langues qui sont parlées en Suisse. Donc on peut vérifier la véracité de ces valeurs. Donc on peut regarder la table country langage et là je vais chercher les tuples qui correspondent à la Suisse. Donc ce sont ces 4 tuples et vous voyez que effectivement en Suisse, on parle le français, l'allemand, l'italien et le roman. Donc voilà la réponse à cette question. Donc avec cette vidéo, on termine la première partie de ce chapitre. Dans la deuxième partie de ce chapitre que nous allons voir très bientôt, nous allons nous intéresser à comment faire des jointures et comment utiliser les opérateurs ensemblistes et d'autres choses encore. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine.